Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il n'a pas pris une ride, au contraire, Terminator 2 ressort ce jeudi dans les salles de cinéma en version restaurée et en 3D. L'occasion, 26 ans après, de replonger dans le futur imaginé par James Cameron, un futur où les robots émancipés font la loi. Alors ce qui était avant tout un film de science-fiction au moment de sa première sortie, l'est-il toujours autant aujourd'hui ? Les robots autonomes ne sont plus seulement théoriques, ils s'invitent dans les réflexions sur les conflits armés. Des scientifiques et des entrepreneurs ont d'ailleurs signé une lettre ouverte cet été pour demander leur interdiction avant qu'il ne soit trop tard. Alors si les robots tueurs appartiennent malgré tout encore à l'avenir, ce n'est pas le cas des drones. La semaine dernière à Toulon, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé que la France allait armer les appareils dont elle dispose, comme d'autres pays avant elle, sans que cela ne change rien, dit la ministre, aux règles d'engagement et au respect du droit international humanitaire. Alors, façon sans doute un peu rapide d'évacuer les nombreuses questions qui se posent quant à l'utilisation de ces armes et à leur effet sur le déroulement des conflits. Alors, drones, robots tueurs, la guerre sans la faire, c'est la question du soir et c'est en compagnie de trois invités que nous allons en discuter. Caroline Brandao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle droit international humanitaire à la Croix-Rouge française. Vous êtes par ailleurs chercheuse à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense sur les nouvelles technologies de l'armement. Et c'est justement sur ces questions-là que vous êtes en train de travailler sur une thèse. Pour discuter avec vous, Serge Tisseron, bonsoir. Bonsoir. Psychiatre et psychanalyste, vous présidez l'Institut pour l'étude des relations homme-robot. Je renvoie à votre ouvrage consacré à ce sujet chez Albin Michel, Le jour où mon robot m'aimera. Et puis je dois ajouter désormais que vous êtes producteur sur France Culture depuis cette rentrée. On vous retrouve tous les vendredis soirs de 22h15 à 23h sur notre antenne, donc pour l'émission Matière à penser. Notre troisième invité, c'est Franck de Cloquement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, expert en intelligence stratégique et vous travaillez notamment sur les questions d'intelligence artificielle et sur les problématiques cyber. C'est à vous, Franck de Cloquement, que je voulais poser la première question. Je reviens donc sur cette annonce qui a été faite par la ministre de la Défense la semaine dernière, Florence Parly. Est-ce que c'est une annonce qui était attendue par l'armée française, que celle d'armer les drones, et est-ce que cela revient à combler un retard qu'avait peut-être pris justement l'armée française par rapport à d'autres armées? Alors en effet, c'est un retard que la France avait pris dans le domaine, puisque d'autres pays s'étaient armés depuis, c'était attendu, certains rapports étaient sortis en conséquence pour expliquer qu'il serait intéressant d'un point de vue économique également d'armer les drones pour les faire agir sur des terrains d'action où pour l'instant les drones français ne sont utilisés que sur la partie renseignement, c'est-à-dire observation pour guider grosso modo, parfois même nos avions de chasse, à la détermination de certaines cibles. Ça veut dire que vous faites opérer sur le même terrain d'action des drones d'un côté et des avions de chasse classiques qui viennent en fait doubler cette affaire. Alors il faut préciser que les drones qui vont être armés, ce sont des drones américains. Pour l'instant, la France ne les fabrique pas, ce qui va peut-être d'ailleurs poser des problèmes, disons, d'indépendance, puisqu'il y a des autorisations qui sont nécessaires de la part des États-Unis. Mais bon, c'est un autre sujet. Dans un rapport sénatorial qui a été publié en mai dernier, Caroline Brandao, qui évoquait cette question de l'armement des drones, plutôt sous l'angle de la nécessité de le faire. Il est évoqué un tabou qui bloquait peut-être justement cette question. C'est un tabou qui porte sur quoi? Sur des problèmes éthiques avant tout? Alors, c'est d'abord un problème éthique et moral. C'est-à-dire que de plus en plus, on assiste à un phénomène de déléguer, finalement, la décision de donner la mort, puisqu'on parle de combat, de combattre, on autorise le combat, via une machine qui va cibler une personne. Alors, dans les meilleurs des cas, c'est un combattant, sauf qu'il y a des erreurs commises. Ça peut être un civil. Donc c'est l'usage de l'arme que l'on va faire. On a eu les attaques ciblées au Pakistan, au Yémen. La France se positionne, et elle le répète, en fonction des règles d'engagement, en fonction du droit des conflits armés. Serge Tisseron, avoir des drones qui sont armés, ça modifie le questionnement justement éthique qu'on peut avoir par rapport à d'autres armes qui seraient, qu'on considérerait aujourd'hui comme des armes plus traditionnelles?
Alors déjà, il faut comprendre que les conducteurs des drones armés, ceux qui les guident, sont soumis à des charges morales et psychiques considérables, parce qu'il leur arrive de prendre des décisions en faisant le pari que la cible est effectivement un ennemi et de s'apercevoir après coup qu'elle n'en est pas un. Donc l'idée que l'armement ait une autonomie de feu, déjà permettrait, on peut dire, d'éviter ce genre de dilemme moral parfois ravageur pour ceux qui les dirigent, mais inversement, on peut penser aussi que ça pourrait complètement déresponsabiliser les programmeurs parce qu'ils se contenteraient de programmer une fois pour toutes et puis la machine agirait toute seule sur le terrain. Mais ce dilemme moral, les combattants qui sont sur le terrain, ils peuvent aussi y être confrontés. Pourquoi ça changerait finalement la nature du dilemme ? Parce que les combattants sur le terrain ont une représentation des choses beaucoup plus précise. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un problème lié à l'augmentation des possibilités technologiques, c'est que le conflit entre les gens de terrain qui voient effectivement ce qui se passe et les gens dans les bureaux, les gradés dans les bureaux qui croient qu'ils voient ce qu'il passe mais qui ne le voient que par l'intermédiaire de systèmes d'information qui peuvent quand même un peu déformer la réalité, ce conflit est plus grave que jamais. D'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, des combattants de terrain demandent à pouvoir avoir des autonomies et des capacités d'initiative plus importantes, alors que des généraux dans leurs bureaux peuvent croire que grâce aux outils technologiques modernes, ils comprennent et contrôlent tout. Caroline Brandao. Alors, il faut imaginer que l'opérateur de drone est face à un écran. Et il va recevoir de l'état-major une prise de décision, en plus du conseiller juridique, qu'il va trancher sur le positionnement de la conduite des hostilités. Donc clairement, il est face à un écran, il n'y a pas l'odeur du sang, il n'y a pas le contact physique, il fait ça toute la journée. Il peut y avoir un effet PlayStation, on appuie sur un bouton, on termine sa journée, on n'est pas débriefé et on rentre. Oui, mais si je suis par exemple pilote d'avion de chasse, l'odeur du sang, je l'ai pas non plus. C'est-à-dire, je suis quand même... Alors, il y a peut-être pas l'écran, encore que si, il y a aussi un écran qui peut être un écran intermédiaire qu'on a directement dans l'avion de chasse. Et je peux justement être soumis finalement à ces mêmes problématiques, non ? Alors, il y a deux choses différentes dans votre question. Tout d'abord, le téléopérateur de drone, il reçoit plusieurs communications en même temps. L'état-major, à la différence de celui qui va piloter l'avion, il a quand même un conseiller juridique qui va lui dire à tel moment on peut tirer, 5 minutes après ce n'est plus possible. Donc on va devoir reprogrammer l'opération. Ensuite, il y a le droit applicable. Donc par exemple, principe de distinction. Pour un combattant sur le terrain, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir distinguer entre qui est combattant, qui est civil qui participe activement aux hostilités et qui est un simple civil qui ne participe pas aux hostilités. C'est extrêmement difficile déjà sur le terrain. Donc ça l'est encore plus pour un opérateur de drone. Et pourtant, Franck de Cloquement, les drones et les drones armés, en l'occurrence, sont justement promus pour leur capacité à être des outils d'une extrême précision. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas si précis que ça, ou bien est-ce que la précision signifie que la cible que l'on veut atteindre, on va l'atteindre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une cible, pertinente et légitime. Alors le problème, c'est le problème de la discrimination. C'est-à-dire comment discrimine-t-on effectivement un combattant, comment discrimine-t-on une cible qui s'avère être légitime d'exécuter, d'abattre, de viser, peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement les capteurs ne permettent pas forcément aux opérateurs derrière l'écran de bien percevoir parfois les choses, ce qui explique aussi le fait qu'un drone, en tout cas les drones américains, on l'a vu popularisé dans le film Good Kill avec Ethan Hawke, qui est très très bien en termes d'illustration. On voit qu'effectivement vous avez plusieurs opérateurs, plusieurs servants derrière, qui parfois peuvent même rentrer dans une même cabine en contradiction avec par exemple l'ordre de tir ou de non-tir. On le voit dans ce film par exemple donné par quelqu'un de la CIA, du Pentagone, et ça pose un problème moral. Ensuite il y a le problème de l'intimité, Serge Tisseron en a parlé, le problème de l'intimité par rapport à la cible. Il faut savoir que on a des programmes de discrimination qui agissent sur le comportement, le fait de prédire des comportements, éventuellement de les comment dirais-je, prévisager, ce qui permet de savoir que la personne que l'on vise est bien celle qui est en principe identifiée comme devant être éventuellement ciblée ou éliminée. Donc on a du prédictif derrière, on a quelque part de l'intelligence artificielle, et ce sont des éléments qu'il faut gérer dans le même temps. Donc c'est très compliqué, on peut
parfaitement l'imaginer. Vous voulez réagir à l'évocation du film A Good Kill, Serge Tisseron? Oui, c'est un film remarquable parce qu'on voit bien comment un pilote, un ancien pilote qui conduisait son avion de chasse sur le terrain, reconverti dans le pilotage de drones, se déprime gravement parce qu'il vit une dissociation cognitive entre le fait d'être sur le terrain de combat pour pouvoir exécuter des opposants, des ennemis, et en même temps ne jamais quitter un bunker à côté de son pavillon à Las Vegas. Et il n'arrive pas à gérer en même temps ces deux choses. Est-ce que cette dissociation cognitive, elle peut se traduire par une forme de sentiment d'impunité, c'est-à-dire de se dire, voilà, à la fois le sentiment d'une toute-puissance, et puis aussi parce qu'on ne risque rien quand on pilote un drone à distance, on ne peut pas être soi-même une cible, ça modifie donc du coup forcément le rapport qu'il y a à l'ennemi. Oui, sentiment d'impunité et dans le film très très forte culpabilité justement. Et ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que l'armée américaine semblerait finalement préférer embaucher des jeunes qui ont la pratique des consoles de jeu et qui n'auraient pas été préalablement des pilotes de chasse de métier, de manière justement à inviter ces nouveaux opérateurs de drones à jouer comme si la guerre était fictive et ne pas ressentir des émotions aussi fortes que des anciens pilotes de chasse reconvertis dans le pilotage de drones. Ça pose effectivement le problème également des syndromes post-traumatiques que l'on voit parfaitement illustrés dans ce film. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure de patch PlayStation, c'est-à-dire le fait que l'on se trouve à distance de la cible. En réalité, il faut savoir aussi que certains pilotes de drones, certains équipages suivent la cible sur de très longues durées. Et tout d'un coup, l'ordre leur est donné de les éliminer. Donc il y a une espèce d'intimité qui n'est plus une intimité terrain au sens où on l'entend tel que le fantassin peut la vivre, mais une intimité visuelle qui tout d'un coup donne lieu à l'envoi d'un missile, à Hellfire, pour exécuter effectivement les personnes, ou en tout cas le groupe de personnes, ou un individu particulier. Donc ça a un impact retour sur le comportement du pilote, qui se trouve effectivement dans son compartiment climatisé du côté de Las Vegas. Et derrière, ce choc post-traumatique, c'est-à-dire cet effet retour sur le pilote, est tout à fait prégnant. Ça pose un problème de santé également. Alors cela dit, j'ai envie de vous dire, le choc post-traumatique de celui qui pilote le drone, ça n'a pas grand-chose finalement à voir, enfin en termes d'importance par rapport au choc qui est celui qui se retrouve comme cible, parce que a priori, il ne sait pas. En tout cas, il y a pas de tir de sommation quand on est visé par un assassinat par un drone armé. Est-ce que, du point de vue de la légalité du droit international, Caroline Brandao, ce sont des armes qui sont d'abord qui sont légales et qui bénéficient d'un encadrement juridique spécifique? Alors, ces armes ne sont pas interdites. Et il y a un cadre juridique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire il y a un vide juridique, c'est faux. Il y a les conventions de Genève, mais attention, je vais vous surprendre, elles datent de 1949. Et les protocoles additionnels de 1977. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours adapté? Ne faut-il pas les interpréter au regard de cette nouvelle technologie d'armement? Certainement que oui. Ce que dit la ministre de la Défense, elle dit l'armement des drones ne change rien aux règles d'engagement des armées et au respect du droit international humanitaire. Ça, on peut lui donner raison, même si il y a des lectures qui peuvent être différentes du fait que les textes sont des textes anciens où à l'époque il n'y avait pas justement ces armes-là. Alors effectivement, dans les conventions de Genève, vous n'avez pas trouvé le mot drone, vous n'avez pas trouvé le mot robot. Par contre, le droit international humanitaire, juste pour donner un aperçu, c'est un droit qui s'applique en situation de conflit armé, qui a deux objectifs: protéger les personnes qui ne combattent pas, donc les civils, les journalistes, le personnel humanitaire, les personnes qui ne combattent plus, les blessés, les prisonniers de guerre. Il y a un autre objectif: limiter les moyens et méthodes de combat. Donc on retrouve un ensemble d'articles dans ces conventions de Genève qui vont cadrer l'usage de ces armes en fonction de principes de distinction, faire la distinction entre combattants et non combattants. Mais quelle va être la capacité de ce drone armé à le faire? Tout dépend de l'usage que l'on veut en faire.
La question et la réflexion aujourd'hui, s'agissant des drones armés, Franck de Cloquement et Serge Tisseron, c'est celui d'un encadrement. Ça n'est pas celui d'une interdiction, de se dire, bah voilà, ce sont des armes qu'il faudrait peut-être interdire parce que justement l'usage qui peut en être fait contrevient à ce qui serait une éthique de la guerre. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. En fait, la problématique, c'est les conditions de mise en œuvre. Grosso modo, l'idée, ce n'est pas tellement de faire un mariage drone plus missile Hellfire. La problématique, c'est de savoir qu'est-ce que l'on fait de ce mariage et l'usage que l'on va en faire pour, par exemple, des campagnes massives, ce qui avait été fait sous Barack Obama, d'exécution ciblée. Dès lors que le droit est respecté, dès lors que les conditions d'engagement sont strictes et qu'il n'y a pas de dérapage ou qu'il y a ce que j'appellerais des répliques proportionnées compte tenu des attaques, effectivement, on rentre dans le cadre parfait du principe de la guerre habituelle, qu'elle soit faite effectivement ou délivrée en termes de puissance de feu par un drone, par un avion de chasse ou par un char ou des opérateurs au sol, ça revient au même si vous préférez. L'idée, c'est les conditions de mise en œuvre qui posent problème. Sauf que l'usage est peut-être... ces armes-là permettent une forme de discrétion, non, Serge Tisseron, et qui est peut-être plus compliqué justement à faire intégrer par le droit international. Oui, tout à fait. On peut avoir deux points de vue très différents. Un premier point de vue, du point de vue de l'armement. Du point de vue de l'armement, qu'on ait un avion commandé par un pilote dans le cockpit ou qu'on a un avion commandé à distance, on peut dire, c'est finalement la même chose. L'armement sera aussi efficace et au contraire, le pilote courra moins de danger. Mais du point de vue du conducteur, c'est radicalement différent parce qu'un pilote sur le terrain, il sait qu'il court un danger, il est engagé, il est soumis à un certain nombre de stress qui correspondent à la situation de combattant, alors que le pilote qui est dans un bunker climatisé ou à des milliers de kilomètres du champ d'action, il peut avoir tendance à résoudre les conflits moraux avec plus de simplicité parce que finalement, il n'est pas vraiment engagé dans la situation, il y est par drone interposé. Oui, mais justement, Serge Tisseron, est-ce que du point de vue de la machine, c'est pareil, du point de vue de l'homme, c'est pas pareil, c'est ça que je veux dire. Est-ce que le stress fait prendre de bonnes décisions, vous qui êtes psychiatre, ou de mauvaises décisions? Parce qu'on pourrait considérer justement que le pilote de drone, il a le temps de réfléchir pour prendre sa bonne décision. Quand on est sur un terrain de combat, on peut être amené à agir dans l'urgence et donc à agir de manière disproportionnée. Je crois que le combattant de terrain a toujours le dernier mot. Il peut toujours décider. Je me tourne vers Caroline, peut-être vous me contredirez, mais je crois qu'il a toujours la possibilité d'agir en fonction de ce qu'il observe, de ce qu'il comprend et de son intime conviction. À partir du moment, ce qui est bien montré dans le film Good Kill, à partir du moment où on a affaire à un pilote de drone, il réagit tout simplement en fonction des ordres que lui donne son supérieur hiérarchique. Et si son supérieur hiérarchique lui dit effacer la cible, eh bien il efface la cible sans avoir d'état d'âme. Caroline Brandao, puisque Serge Tisseron... Alors, ça c'est un exemple très intéressant. Sachez que l'opérateur de drone a le devoir de refuser de commettre un ordre qui est contraire au droit international humanitaire. Alors, dans la réalité, il faut avoir un sacré courage pour refuser d'exécuter un ordre. Mais cette règle existe. On parlait du principe de proportionnalité. Juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, le principe de proportionnalité, c'est je n'utilise pas un bazooka pour tuer une mouche. C'est ça le principe de proportionnalité. Donc je ne vais pas utiliser mon drone pour faire des attaques ciblées et systématiques sur la population civile. Sur la population civile, oui, parce que les attaques ciblées sur des personnes qui sont considérées comme des ennemis, il y en a eu. Est-ce que d'ailleurs on peut dire que ce sont des attaques qui ont toujours eu lieu dans le cadre légal et que fait la justice? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des procédures, par exemple, aujourd'hui qui existent contre ces attaques-là, si elles sont illégales? Alors c'est là que le droit international humanitaire et le droit international pénal pêchent un peu. Les nouvelles technologies de l'armement ont toujours un temps d'avance sur le droit. Et effectivement, après, c'est le rôle au niveau des cours nationales, mais la Cour pénale internationale, effectivement, de poursuivre les violations du droit international humanitaire. Donc lorsqu'il y a des attaques systématiques, répétées sur la population civile, c'est un crime de guerre. C'est une violation grave du droit international humanitaire. Une enquête peut être ouverte et les auteurs poursuivis. Maintenant, il faut aussi la volonté de le faire. Et ça, le droit, il est juste un instrument.
Voilà, et la volonté et la capacité à se retourner justement contre ceux qui ont fait ces attaques ciblées, Franck de Cloquement. Tout à fait, je pense qu'en fait il faut bien distinguer aussi deux choses, c'est-à-dire la partie française, puisqu'on parle finalement de l'armement des drones français, et la politique américaine qui effectivement est mieux connue de tous, puisque les films popularisent en fait ces attaques. L'armée française a des conditions d'engagement qui ne sont peut-être pas les mêmes, et qui ne répondent pas au même type de politique. On le voit avec les précautions de la ministre elle-même, qui quand elle annonce effectivement cet armement, il va sur la pointe des pieds, parce qu'on comprend très bien que il n'y a que proportion dans le ciblage, que dès lors que derrière une politique stipule que certaines personnes doivent être, on va dire, des personnes à haute valeur ajoutée en termes d'ennemis, de cibles, peuvent être exécutées, d'autres non. La campagne américaine a été faite sur des quantités de personnes assez importantes et n'a cessé de croître sous l'ère Obama. C'est ce qui crée le distinguo finalement entre l'Amérique et la France, par exemple, les conditions d'engagement et la volonté de poursuivre tel type de politique. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Baisse-toi. Ma mission est de te protéger. Qui t'a envoyé? C'est toi. 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici. Dans cette époque. Ça, c'est profond. Voilà, drone, robot tueur, la guerre sans la faire, c'est la question que nous posons ce soir à Franck de Cloquement, Caroline Brandao et Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous qui manifestement êtes un cinéphile averti, peut-être aurez-vous reconnu la bande-annonce, en tout cas un extrait de Terminator 2 qui ressort donc aujourd'hui en salle en version 3D. C'était aussi l'occasion pour nous d'aller alors au-delà de ces drones armés vers les robots autonomes, les robots tueurs. La ministre de la Défense a bien précisé la semaine dernière que les drones armés n'étaient pas des robots tueurs. Est-ce que ces robots-là, tels qu'ils sont aussi imaginés dans le film de James Cameron, existent aujourd'hui, Serge Tisseron ? Alors, vous savez, il y a probablement des choses qui existent dans des laboratoires de recherche, notamment la DARPA, dont nous ignorons tout, donc il faut être modeste. Mais les seuls qu'on a vus en démonstration, enfin qui ont été donnés à voir, je crois que c'est ceux de l'armée russe, et ils sont assez terrifiants parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Voilà, des machines destinées à nettoyer les villes conquises de tous les opposants possibles, sans faire de distinction. Donc, évidemment, on a la garantie qu'ils sont totalement autonomes, ces robots-là ? Alors, ils sont présentés comme tels dans la vidéo, mais il faut pas forcément croire... vous savez, il y a toujours une part d'intoxication dans les documents fournis par les armées du monde entier, où ils peuvent chercher à faire croire que leur technologie est plus avancée qu'elle n'est en réalité. Mais en tout cas, l'idéologie qui est derrière est quand même bien une idéologie qui ne fait pas de distinction entre un vieillard, un enfant, une femme et un combattant armé. Toute personne se trouvant dans le territoire que ces robots doivent nettoyer ont pour vocation d'en disparaître. Ce sont les seuls qu'on connaît. Moi, j'ai lu alors dans quelques articles, il était fait mention, mais c'était peut-être pas un robot totalement autonome en tout cas, du Samsung SGR A1, qui est un robot militaire sentinelle sud-coréen qui est placé à la frontière avec la Corée du Nord et qui, semble-t-il, lui aussi a la capacité de tirer sur tout ce qui bouge, mais peut-être avec quand même une dose de contrôle humain, Caroline Brandao. Tout à fait. Alors, il est autonome. Il n'est pas complètement autonome parce pour l'enclencher, il y a un code qui doit être fait par l'être humain. Par contre, il fonctionne en toute autonomie. Il y a déjà eu des accidents, notamment parce qu'il n'avait pas la reconnaissance de certaines langues et qu'il avait visé des touristes, notamment, sur une zone frontalière. Par contre, on va vers de l'autonomie, donc complète autonomie. Ronald Harking travaille dans son laboratoire de recherche aux États-Unis sur la transposition de ces conventions de Genève dans des calculs scientifiques pour avoir un robot soldat. Donc, ce serait pour peut-être donner une image qui est forcément un petit peu fausse, mais peut-être plus parlante. C'est-à-dire, on aurait des robots qui auraient ingéré et intégré les conventions de Genève et qui pourraient, en fonction des situations auxquelles ils doivent faire face, réagir ou ne pas réagir. Exactement.
Alors là, toute la difficulté, c'est l'interprétation que le juriste donne aux conventions de Genève. Quelle interprétation va-t-on intégrer dans ce robot ? Tout bêtement, comment le robot va pouvoir avoir ce discernement dans le principe de distinction ? Est-ce qu'il est en capacité de reconnaître que c'est un enfant soldat ? La question du discernement, Franck de Cloquement, elle est importante en effet. Elle est très importante. L'idée étant qu'effectivement ces robots-là sont déployés sur des terrains d'action où ce qui peut leur être opposé est prévisible, si j'ose dire. C'est-à-dire que si vous avez une dose d'autonomie dans la réplique, faut-il encore que le terrain se prête à une réplique qui ne puisse pas faire déraper le robot sur un ciblage, comment dirais-je, mal fait, pour ne pas faire de dommages collatéraux, en tout cas ne pas prescrire de dommages collatéraux aux cibles visées. Donc c'est toute la problématique de l'autonomie, c'est les fameux SALA, ces drones autonomes létaux, qui sont actuellement posés. Et on parlait tout à l'heure de Terminator, parce que les gens imaginent qu'effectivement ces robots tueurs, enfin dits tueurs, c'est-à-dire autonomes, auraient une forme humanoïde. En fait, ils n'ont pas de forme humanoïde. Les fameuses plateformes M russes dont parlait Serge Tisseron, ce sont grosso modo des espèces de mini-chars à tourelles qui peuvent se déployer. On pense également au Dogo israélien qui emporte un Glock 19, un pistolet de poing à l'intérieur de lui et qui est télépiloté grosso modo à 200-300 mètres. Ça n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard, Serge Tisseron, si ces robots n'ont pas de forme humanoïde. C'est-à-dire que ça les déshumanise volontairement, non peut-être. En tout cas, avoir des robots qui ressembleraient à des êtres humains, ça poserait peut-être encore davantage de problèmes d'éthique. La forme humanoïde n'est pas nécessaire à l'efficacité d'un robot tueur. Les chenilles permettent de se déplacer sur des terrains très variés, plus facilement que des jambes. La recherche de la forme humanoïde, elle est plus adaptée aujourd'hui aux travaux sur les robots de compagnie pour les rendre acceptables. Mais un robot destiné à tuer l'ennemi n'a pas pour vocation d'apparaître sympathique à l'ennemi. Donc il peut avoir n'importe quelle forme pourvu qu'il soit efficace. Mais il y a actuellement un problème quand même qu'il ne faut pas oublier par rapport à l'autonomie de feu des robots, c'est le problème des bugs. Vous avez évoqué, Caroline, sur la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y a eu des bugs. Donc ça quand même, ça peut exister les bugs. Il faut se rendre compte que si des robots sont déployés pour occuper un terrain, il faut aussi que la population locale accepte cette occupation, sinon elle sera infinie. Et comment une population locale pourrait-elle accepter d'être colonisée par des robots ? Je veux dire, on voit bien là la limite, c'est-à-dire si on veut faire disparaître toute vie humaine d'un territoire, les robots tueurs c'est parfait, mais si on veut s'attirer la sympathie de la population et coloniser durablement un territoire, les robots tueurs sont pas la bonne solution. Vous évoquez des bugs, Serge Tisseron, ils se sont traduits comment ? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été tuées, qui n'auraient pas dû l'être, disons ? Les bugs, toutes les machines électroniques bug, votre ordinateur bug régulièrement, vous n'avez pas d'autre solution. Mais si ça bug et que ça ne marche plus, à la limite, c'est pas très grave. Ah non, mais ça peut bugger et se détraquer. Voilà, donc toutes les machines électroniques sont appelées à bugger, et d'autant plus, je dirais, que plus la technologie évolue rapidement et plus il est difficile de mener à leur terme des expérimentations qui permettraient de réduire les risques de bugs, parce que tout évolue très vite, et donc du coup les bugs sont inévitables. Et vous savez, ça, c'est quand même problématique parce qu'on peut accepter qu'un soldat fasse et un comportement non humain parce que sous l'effet de la rage, de la fureur, d'une substance toxique, il aura pu se transformer en machine à tuer. Mais c'est beaucoup plus difficile d'accepter qu'une machine programmée ait un comportement délétère sur des civils. Et en plus, ça pose des questions d'ordre juridique. Caroline Brandao, alors restons sur cet exemple d'un bug, d'un robot tueur qui se détraquerait et qui tirerait sur tout ce qui bouge en dépit des ordres a priori qui lui ont été donnés. Comment est-ce qu'on établit la responsabilité ? C'est pas le robot qu'on va traduire en justice. Est-ce que c'est quoi ? Alors c'est son propriétaire ? Est-ce que c'est son concepteur ? Est-ce que ça, ce sont des choses auxquelles on est en train de réfléchir aujourd'hui ? Oui, alors les pistes à envisager en termes de responsabilité, c'est la responsabilité des États également, qui ont décidé d'employer ces armes. C'est la responsabilité des utilisateurs. Et là, il faut élargir le champ des utilisateurs. C'est-à-dire, ça peut être l'armée, ça peut être les industriels. Lorsqu'on va programmer un robot qui doit commettre des génocides, des crimes contre l'humanité, la responsabilité des auteurs, aussi bien de l'industriel que de toute la chaîne de commandement et de l'État, est envisageable sur le plan pénal.
Oui, mais alors du coup, ça peut se traduire par une forme de dilution de la responsabilité, c'est-à-dire, on va dire, il y a un petit peu de responsabilité du concepteur, du programmeur, du propriétaire, de l'État, et finalement, personne n'est responsable. Est-ce que ça complique en tout cas l'établissement, disons, de la responsabilité? Oui, c'est effectivement un phénomène sur d'autres sujets du droit international humanitaire qu'on constate, c'est une dispersion, effectivement. Personne n'est responsable ou tout le monde est responsable. Donc, c'est effectivement plus difficile et en termes de preuves et d'enquête, c'est effectivement des éléments qu'il faut constituer pour retenir cette responsabilité pénale. Franck de Cloquement. D'où l'intérêt peut-être d'intégrer auprès des programmateurs et des concepteurs le fait de générer des robots qui prennent des décisions éthiques, si cela est possible à l'avenir, puisqu'on va y faire entrer de toute façon, soyons clairs, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pourquoi pas des neurones animaux plus tard, utilisés actuellement et déjà utilisés en laboratoire. Des neurones humains. Ou des neurones humains, tout à fait, alliés à une mécanique robotique, c'est-à-dire faite d'acier et de fer, pour pouvoir ensuite délivrer le feu. Et puis on parle également de l'économie, parce qu'on a parlé de pas mal de choses, mais l'économie qu'impliquent ces technologies qui en fait font l'économie du sang. L'économie du sang des opérateurs qui ne seraient plus humains pour aller au contact de l'ennemi, mais l'économie du sang qui serait celle, effectivement, des gens qui ne seraient pas tués par le fait d'aller livrer bataille contre quelqu'un qui opposerait sa force. Et les économies d'échelle, on parlait des drones tout à l'heure exactement de la même manière, les économies d'échelle, c'est que si vous envoyez un opérateur humain dans un Mirage, dans un avion de chasse bimoteur, monomoteur, et que vous le remplacez par des drones, vous avez une baisse du coût, en tout cas sur la durée, puisqu'au départ, il ne faut pas se leurrer, les drones sont très consommateurs de ressources humaines. Vous avez par exemple 170 personnes autour d'un drone Reaper qui le servent d'une certaine façon avec les pièces détachées, etc. à la maintenance. Donc pour les militaires, il y a ici cette notion d'économie de vie humaine pour les combattants et d'économie également d'échelle en matière de mise en œuvre des dispositifs robotiques. Alors, est-ce qu'on pourrait dire justement que de ce point de vue, s'il y a économie des vies humaines, les robots, les drones armés et les robots autonomes qui vont peut-être arriver, Serge Tisseron, sont déjà, d'une certaine manière, des machines éthiques? Pour la force, pour l'État qui les utilise peut-être, pour ceux qui en sont victimes, c'est une autre paire de manches. Le problème d'implémenter des normes éthiques aux robots, d'ailleurs en robotique civile d'abord, c'est que les normes éthiques varient beaucoup d'un pays à l'autre. Donc aujourd'hui, il y a des recherches en Occident sur les normes éthiques qui pourraient être éventuellement développées dans les robots de compagnie, mais ces normes ne seront pas forcément les mêmes dans les pays asiatiques, voire même elles pourront être très différentes relativement à l'intimité, par exemple, au comportement de groupe, au comportement individuel. Et dans le domaine militaire, alors là, la différence est encore plus criante. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, à mon avis, si les États attachés à des valeurs démocratiques et à des valeurs éthiques vont pouvoir produire les machines capables de combattre demain les robots tueurs fabriqués par des pays qui n'auront pas ces normes éthiques et qui n'auront pas un régime démocratique. Est-ce que la solution passerait pas justement par leur interdiction? Après tout, il y a bien des armes qui sont interdites aujourd'hui. Les armes biologiques, convention sur l'interdiction des armes biologiques, 1972. Les armes chimiques, convention de 1993. Puis il y a même un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté à l'ONU, qui, avant d'être appliqué, je pense qu'on va encore attendre quelques années, puisque les puissances nucléaires ne l'ont pas voté. Mais on pourrait imaginer interdire finalement ces robots tueurs, ce qui permettrait après peut-être de contrôler les contrevenants, Serge Tisseron. Alors, les scientifiques font des pétitions pour le demander. En même temps, j'imagine mal, en même temps, on va dire les choses plus simplement, toute l'évolution des technologies montre qu'on n'a jamais pu empêcher certaines personnes de faire l'utilisation la pire de chacune des technologies qui a été inventée. Donc il faut s'attendre à ce que quand même une dictature quelque part voit le parti qu'elle peut tirer de robots tueurs autonomes. Et donc la question, c'est de se préparer, c'est non seulement d'essayer de faire évoluer le droit international, mais aussi de se préparer à l'éventualité d'un affrontement avec un pays qui n'appliquerait pas les mêmes normes éthiques que nous. Parce que entre ce qui est dit officiellement par les gouvernements et les recherches qui sont menées dans des laboratoires secrets, il y a quand même un monde. Est-ce que Franck de Cloquement et Caroline Brandao, vous partagez le pessimisme, disons, de Serge Tisseron, Franck de Cloquement?
De mon côté, je pense qu'effectivement, face à une nation agressive, offensive, qui n'aurait aucune problématique sur l'éthique, on est évidemment d'accord sur le fait qu'il y aura des recherches et éventuellement des hybridations entre des intelligences artificielles, de la robotique, dans le sens de toujours plus de capacité à donner la mort, en tout cas, et de préserver ses propres troupes. Donc évidemment, si derrière on crée des éléments de recherche du côté des pays occidentaux, des pays qui souscriraient à cette éthique dans la robotique ou la mise en œuvre de robots autonomes destinés à tuer, il est évident qu'on devra aussi nous-mêmes connaître cette capacité, être en mesure d'équivaloir au niveau technologique la capacité qu'auraient éventuellement des ennemis en face ou d'autres pays concurrents, de toute évidence. Ça renvoie à d'autres problématiques très actuelles, par exemple la crise sur le nucléaire nord-coréen. Finalement, on a l'impression qu'on retrouve le même genre de problématiques, Franck de Cloquement. Oui, complètement. C'est-à-dire, d'une certaine façon, une forme d'impuissance dès lors qu'on montre sa capacité à pouvoir répliquer, à pouvoir agresser. Que fait-on pour l'empêcher, puisque d'une certaine façon, il faudrait y aller, il faudrait faire quelque chose. Et puis, hors la diplomatie, on est un peu coincé aux entournures dans le cas précis. Au niveau des robots, c'est un peu la même chose. Dès lors que les robots seront rendus autonomes, il faudra pouvoir, en tout cas nous-mêmes, être en mesure d'opposer une force à peu près identique, en tout cas d'être pourtant en capacité, pourquoi pas, de les pirater aussi informatiquement, c'est-à-dire de prendre la main sur les robots ennemis. Ça, on en a peu parlé, c'est-à-dire de prendre la main sur une IA ou de faire de la cyberguerre. Ça ouvre à cette problématique-là de retourner le combattant ennemi robotisé. Et on voit à quel point prendre la main sur des machines à distance, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Parce que moi, j'ai été très frappé il y a quelques jours, c'est après le passage de l'ouragan en Floride, où le fabricant de voitures Tesla, voitures électriques, a augmenté à distance la capacité des voitures, des personnes qui avaient donc des véhicules électriques, pour leur permettre de faire un peu plus de kilomètres. Donc on voit bien que si on peut prendre à distance des voitures, les robots tueurs, ça peut aussi être la même problématique. Donc les interdire, est-ce que ça ne serait pas mieux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible, Caroline Brandao? En tout cas, c'est très intéressant. Vous avez cité un certain nombre de traités qui interdisaient des armes. Notamment, on peut citer les mines antipersonnelles sont interdites aujourd'hui. On peut avoir un traité, il date de 97, mais certains États ne l'ont jamais ratifié. Donc on peut avoir un traité qui interdit des robots, mais il n'est pas forcément accepté par tous les États. Et j'ajouterais, le plus inquiétant, c'est l'asymétrie dans la guerre. On va avoir des forces armées dotées de nouvelles technologies d'armement très puissantes. Et d'un autre côté, on aura des adversaires qui n'auront pas cette nouvelle technologie, mais qui vont parfois la détourner. Et le risque, il est aussi ici. Mais cette asymétrie, est-ce qu'elle n'est déjà pas à l'œuvre aujourd'hui dans la plupart des conflits, Franck de Cloquement? Si, tout à fait. Rappelez-vous cette histoire de drone qui a été tournée par des membres d'Al-Qaïda et qui a blessé, tué même des opérateurs français, des militaires français, parce qu'il a été piégé. Ils ont pris la main sur un drone sur lequel ils ont positionné des engins de mort qui ont été en mesure, avec pourtant des moyens très très faibles en termes de technologie, qui ont été capables d'envoyer au tapis des militaires. Donc cette asymétrie existe et les robots, en tout cas les drones, sont censés permettre d'agir sur des terrains pour ne pas se confronter trop violemment à cette forme d'asymétrie par un camp adverse moins équipé. Mais peut-être que dans le futur, les guerres se passeront uniquement entre robots et que l'élément humain n'interviendra plus du tout. Et alors là, on est dans la super science-fiction. On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que le hacking par l'armée ennemie de ses propres robots est la hantise des militaires. Il faut bien comprendre aussi que les militaires n'ont pas envie d'avoir des armes qui leur échappent, même indépendamment du hacking de l'ennemi. Les généraux ont envie de contrôler les hommes de troupes et donc ils ont tout autant envie de contrôler les robots sur le terrain. C'est pour ça qu'à mon avis, les robots totalement autonomes ne sont pas pour demain, sauf pour des opérations très ciblées. On voit à quel point, en tout cas, ce sont des questions qui provoquent énormément de réflexion. Ça va faire une thèse, Caroline Brandao, quand vous l'aurez terminée, qui sera extrêmement touffue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'avoir participé à ces discussions. Merci à Franck de Cloquement et à vous, Serge Tisseron. On vous retrouve donc demain soir sur France Culture, 22h15. Vous serez en compagnie de qui ? De Benoît Labourdette, autour du téléphone mobile, qui peut nous rendre intelligents aussi. Voilà, ce sera donc demain soir. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir, Élise Le.